De retour dans l'Africa News, Mamadou Sy, la coordinateur de la diaspora sénégalaise en France, ainsi que Daouda Tal et Malika Cherson, toujours avec nous. On va parler de l'Égypte avec des perspectives de développement qui s'annoncent en tout cas très bonnes pour le pays, puisque les autorités ambitionnent d'atteindre 60 milliards d'investissements directs étrangers au cours des 4 prochaines années. L'Égypte veut également atteindre un taux de croissance annuel moyen de 7% durant la même période, une annonce qui a été faite par le ministre égyptien de la planification. Des ambitions qui sont ou pas atteignables, c'est ce que nous explique Birama Saounera. Voyez son sujet. En Égypte, les autorités veulent donner un nouvel élan à l'économie. Au cours des 4 prochaines années, le gouvernement ambitionne d'attirer 60 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Un taux de croissance annuel de 7% est aussi prévu d'ici 4 ans afin de stimuler l'économie du pays. Nous ciblons 60 milliards de dollars d'investissements directs étrangers entre l'année fiscale 2015-2016 et l'année 2018-2019. Viser une croissance annuelle moyenne de 7% sur 4 ans est un gros défi, mais nous y travaillons. Nous travaillons aussi sur la réduction du déficit budgétaire en dessous de la barre de 10% durant la même période. En Égypte, le taux de chômage actuel s'élève à 13%. Le gouvernement veut réduire ce taux à moins de 10% d'ici 4 ans. Pour les économistes, l'Égypte a besoin de densifier son tissu économique pour lutter contre le chômage. L'Égypte a besoin d'un minimum de 7 à 8% de taux de croissance, parce que sinon les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi n'ont pas de travail. Puis on espère que l'Égypte avance maintenant vers la dignité économique, créer de la richesse vraie. Deuxièmement, la répartir de manière équitable. Voilà où le peuple égyptien attend l'Égypte. Voilà où les partenaires de l'Égypte l'attendent dans l'utilisation de ces investissements directs étrangers qui, nous l'espérons, ne seront pas en train de rebondir sur l'Égypte pour aller vers d'autres destinations des pays du Nord. Avec plus de 6 millions de salariés dans le secteur public, l'Égypte souffre d'une bureaucratie excessive qui pèse sur le budget de l'État. Ainsi, le gouvernement a élaboré un projet de loi régissant les investissements dans le secteur de l'énergie, l'objectif étant d'attirer les investisseurs privés. Un autre projet de loi a été élaboré permettant aux fonctionnaires de partir à la retraite anticipée à l'âge de 55 ans au lieu de 60 ans. Daouda, est-ce que l'Égypte a les moyens de ses ambitions? Parce que c'est quand même très, très ambitieux. C'est très ambitieux, mais je pense que c'est déjà la volonté est là d'aller de l'avant, et c'est ça qu'il faut saluer. Maintenant, au niveau des prévisions, c'est très ambitieux. L'Égypte a aujourd'hui un taux de croissance, en gros, en 2014, de 2,2. Donc ça reste relativement faible quand même. Pour faire un bond dans les années qui viennent jusqu'à atteindre 7%, ça va être quand même un peu compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a des projets qui sont lancés, notamment le canal de Suez, qui pourrait éventuellement tripler même les recettes tirées de ce canal, qui sont de l'ordre de 5 milliards, il me semble, aujourd'hui. Donc, c'est quand même des perspectives intéressantes à ce niveau-là. Maintenant, l'Égypte doit également... le déficit, vous savez, ce fameux ratio qui permet de mesurer un petit peu l'état de santé financière du pays, il y a plus de 10% de déficit du PIB. Donc, c'est quand même déficit budgétaire. Donc, c'est quand même très compliqué. Il faut surveiller le Sinaï aussi, parce que le tourisme a pâti ces dernières années également. Mais je pense que l'Égypte a aussi des soutiens. L'Égypte a longtemps bénéficié de l'aide américaine, et je pense que les États-Unis sont derrière aussi. Bon, la volonté politique, il faut la saluer, vu que le but, c'est aussi de réduire le taux de chômage. Maintenant, quant aux moyens d'y arriver, je reste, j'attends de voir. Malik, vous attendez, vous aussi, de voir les performances économiques de l'Égypte? Oui, c'est 7% de croissance, c'est quand même un chiffre difficile à atteindre. L'économie égyptienne a été anémiée depuis le problème révolutionnaire qui est survenu en 2011. Ensuite, vous avez eu la destitution de Mohamed Morsi. Mais depuis juillet 2013, l'Égypte a reçu des aides de la part des monarchies du Golfe. Pourquoi? Parce que
les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite, en premier lieu, a vu d'un bon œil l'évincement un peu de Morsi à la tête de l'État égyptien et a arrosé un peu l'Égypte d'investissement. Maintenant, Daouda a parlé effectivement du dédoublement du canal de Suez, donc il y a des projets importants qui sont mis sur la table. L'Égypte qui était un peu un paria il y a un an parce que justement pour ces problèmes démocratiques que l'on a pu parler ici, est finalement devenu un client, voilà, un bon client pour les pays européens, et nombreux sont ceux qui maintenant aimeraient bien prospecter en Égypte, notamment la France, l'Italie, enfin les États-Unis, et parce que c'est un marché de 80 millions d'habitants. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a une conférence en mars qui aura lieu en mars, fin mars, pour justement permettre à ces investisseurs étrangers d'investir dans le pays et de voir les potentialités économiques de l'Égypte. L'Égypte peut y arriver. Bon, ça va être difficile à mon avis. Il faut voir qu'est-ce que ça va donner, où vont être ciblés les investissements dans le tourisme, mais il y a aussi ce facteur d'insécurité dans le Sinaï et dans le désert égyptien, donc on verra. Oui, monsieur Sylla, aujourd'hui, la priorité de l'Égypte, c'est surtout la sécurisation de son territoire. Justement, là où il a terminé, je pense qu'aujourd'hui, quand on lit l'actualité, on écoute les médias, c'est que voilà, tous les jours, il y a des bombes, même si ce n'est pas important, mais il y a des petites bombes qui éclatent partout. Tous les jours, il y a des incidents. Je crois que dans un climat aussi d'insécurité, on peut vraiment avoir des réserves par rapport effectivement à cette belle intention qui est tout à fait salutaire. Mais pour qu'un pays arrive effectivement à booster son économie et les investissements à ce niveau-là, je crois qu'il faut de la sécurité, il faut de la réconciliation nationale. Et l'Égypte, je crois, il est foncièrement divisé aujourd'hui sur le plan politique. Alors, Daouda, c'est une information qui n'est pas forcément très fraîche, hein. On n'en a pas encore parlé. C'est ce contrat d'armement de 5,2 milliards de dollars entre la France et l'Égypte. Est-ce que c'était une priorité? À mon avis, non, parce que la priorité... Jemal aurait dit oui. Ah, moi, je dis non, Amira. Je ne sais pas ce que Jemal aurait dit. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais je dis oui. Je dis non, du moins, pardon. Parce qu'il y a quand même... bon, même si les aspects sécuritaires sont importants, on a parlé du Sinaï aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ces dernières années, la satisfaction des besoins des populations les plus vulnérables, en tout cas l'amélioration de leurs conditions de vie, pour moi, que ce soit n'importe quel État au monde, ça reste une priorité. C'est ma position. Alors Manick, je disais que Jemal aurait dit oui, parce que comme Jemal ou encore d'autres observateurs, justement, un pays ne peut se construire économiquement sans une armée forte. Vous êtes entre les deux. Voilà. C'est facile, Manick. Non. Oui, pourquoi? Parce que ça répond aussi à des problématiques de sécurité. Je pense que l'Égypte est dans une région vraiment instable, et l'Égypte a raison de s'armer et a raison d'avoir ces problématiques-là, de prendre au sérieux ces problématiques-là sécuritaires. L'Égypte est, voilà, c'est une... ça ressemble aussi un peu à une course à l'armement qu'on voit souvent dans les pays de la région. Oui, mais je pense que... Alors, contrairement à Daouda, je pense que cette course à l'armement, elle est justifiée. Bon, j'aime pas trop ce terme-là. Ça fera plaisir à Jemal. Non, mais je partage ce point de vue avec Jemal sur l'armée forte, cette armée l'Égypte qui a besoin de sécuriser son territoire. Et je suis d'accord avec Daouda qu'il y a aussi d'autres priorités. Alors c'est vrai que c'est difficile entre sécurité et économie. Le choix est difficile et le débat serait interminable si on commençait à l'avoir ici. Donc on va le terminer tout de suite, hein, voilà, la prochaine fois, puisqu'on va passer à la suite, et puis on va parler pisciculture avec un nouveau projet panafricain dénommé Fish Trade for a Better Future, le commerce de la pêche pour un meilleur avenir. C'est un projet qui a été lancé afin de renforcer l'immense potentiel du continent pour améliorer le commerce de la pêche. Kekelia Feto. Avec d'importantes ressources en poissons grâce à ses océans et fleuves, l'Afrique ne participe qu'à concurrence de 4,9% au commerce mondial de la pêche. Une situation à laquelle compte remédier World Fish, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine en lançant le projet Fish Trade for a Better Future, un projet qui permettra de renforcer l'immense potentiel du continent. Le programme Fish Trade permettra d'apprendre des succès et des échecs du passé,
Les gouvernements auront accès aux informations nécessaires pour pouvoir créer les motivations et les infrastructures dont les investisseurs ont besoin pour répondre à la demande locale et pénétrer des marchés d'exportation à plus forte valeur ajoutée. Ce projet entend renforcer les chaînes de valeur et donner un meilleur accès aux marchés interrégionaux. Par ailleurs, il permettra d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Améliorer cette industrie, ça signifie la compétitivité, ça signifie à la fois permettre aux pêcheurs, aux coopératives ou aux associations de pouvoir travailler de manière efficiente, d'avoir un marché digne de ce nom et puis de leur permettre justement d'avoir des ressources et enfin de permettre à cette industrie de contribuer à éliminer l'insécurité alimentaire en Afrique. La réussite de ce projet pourrait améliorer de manière significative le revenu et la nutrition de millions d'Africains, notamment des 12,3 millions qui sont directement employés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Alors Malik, encore vous, l'Afrique qui possède d'importantes ressources en poissons et qui bénéficie pourtant très peu du secteur de la pêche. Oui, c'est bien dommage parce qu'il y a un sous-investissement dans ce secteur. Bon, c'est en train un peu de se régler. Hein. Et les États sont conscients du potentiel halieutique de l'Afrique et notamment vous savez que le golfe de Guinée, c'est l'une des réserves halieutiques les plus importantes au monde grâce à ce phénomène extraordinaire de ce phénomène d'upwelling où les remontées d'eau froide, je ne vais pas trop être technique, hein, mais ces remontées d'eau froide ramènent les poissons à la surface et permet à ces pêcheurs justement de bénéficier de ressources abondantes. Donc il faut peu de moyens pour permettre à ces pays d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et Alfred Shango avait raison de parler dans le reportage de l'importance des ressources halieutiques dans la sécurisation alimentaire dans ces pays-là. Alors, Daouda, justement, est-ce qu'on peut dire que les autorités ont enfin pris conscience du potentiel de ce secteur de la pêche ? En partie. C'est vrai que ce type d'initiative est à saluer. On ne peut pas faire autrement. C'est une bonne chose si c'est effectivement bien mis en œuvre. Maintenant, pour moi, la prise de conscience, elle va aussi dans le sens de la protection des espèces. Dans le sens de la protection des espèces, puisqu'on sait très bien qu'en matière de pêche, plus on abuse, plus l'espèce devient rare. Donc à ce niveau-là, il faut aussi des politiques fortes. Et puis, on a souvent parlé des bateaux européens qui viennent pêcher, illégalement, en plus. Voilà, parfois illégalement, mais en tout cas, pour ce qui est légal, dans le cadre des accords qui existent entre l'Union européenne et certains pays en Afrique, on sait très bien que parfois, ça joue pas en faveur forcément des pêcheurs locaux qui ont besoin, qui vivent de toute cette chaîne, puisqu'ils pêchent, ils vendent, ils ont des revenus et ensuite ils peuvent s'occuper de leur santé, de l'éducation, etc. C'est toute une chaîne. Donc quelque part, la prise de conscience, pour revenir à votre question Amira, oui, il y a une prise de conscience, mais il faudrait plus de volonté politique allant dans le sens de la protection de ces ressources. Alors justement, Monsieur Sylla, on a du mal à comprendre pourquoi les politiques publiques ne vont pas en ce sens, Daouda, quand justement on voit que la pêche assure la sécurité alimentaire des populations, la pêche c'est aussi exporter, et la pêche c'est également un secteur pourvoyeur d'emplois. Oui, mais moi je pense que déjà, mieux vaut tard que jamais, parce que cette décision, je crois que ça traduit une prise de conscience, comme vous l'avez dit, qui est tout à fait salutaire, parce que l'Afrique a une position extrêmement intéressante. Donc bien arrosé en tout cas par les différentes, bien arrosé par l'eau un peu partout, à l'océan Atlantique. Quand on regarde la façade maritime de beaucoup de pays africains, on se rend compte effectivement qu'il y a cette opportunité qui est là, malheureusement qui n'a jamais été exploitée à fond. Et aujourd'hui, s'il y a une prise de conscience dans ce sens-là, je crois qu'il faut l'encourager, saluer, et je crois également que peut-être la crise aujourd'hui que connaît le monde et puis que connaît effectivement la crise alimentaire. Il y a quelques années, on en parlait, effectivement, je crois que c'était au moins nécessaire, hein, parce qu'on a vu à partir de cette crise alimentaire, on a lancé des offensives au Sénégal avec, comment ça s'appelle, la Goa, et aujourd'hui on parle d'autres choses. Je crois que c'est très bien, et il faut juste effectivement qu'il y ait une volonté politique et puis des mesures d'accompagnement, mais sinon l'Afrique a tout pour s'en sortir effectivement de cette misère.
On va terminer sur cette belle phrase et cette touche d'optimisme, Monsieur Sylla. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci à vous, Daouda. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous, Malik, de nous avoir accompagnés. Merci Amira, ça fait un plaisir comme d'habitude. Et c'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, c'est pas fini. On se retrouve demain avec toujours une semaine consacrée à l'artisanat sur le continent africain. Et puis demain, le dossier du jour sera consacré à la pratique de l'art pictural au Congo. À très vite.